Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir rejoint le live Branchet qui ce soir donc est consacré à ce vaste sujet médecins, réseaux sociaux, e-réputation, publicité digitale. Donc merci d'avoir rejoint ce live qui est donc réalisé en collaboration, en partenariat avec l'association des gynécologues obstétriciens en formation, l'AGOF. Donc, on va vous demander juste de couper vos micros et vous pouvez vous exprimer dans le chat quand vous le souhaitez, si vous avez des questions. Voilà. Donc, moi, je suis Alexia Fari. Je m'occupe de la communication chez Branchet depuis maintenant 4 ans et donc de l'organisation de ces lives. Et comme je suis journaliste de formation, j'ai le plaisir d'animer ces lives depuis maintenant plus d'1 an. Et ce sujet, donc médecins, publicité, réseaux sociaux, est vraiment un sujet d'actualité qui concerne les médecins de plus en plus présents dans les social media, dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Il y a aussi la problématique de la réputation, des avis négatifs sur Google. Donc ça, on en parlera évidemment, puisque vous êtes autant jugés par les patients que les hôteliers ou les restaurateurs par les consommateurs. Voilà, je vous présente Maître Véronique Estève, que vous voyez là avec son chemisier rose. Bonsoir. Maître Estève, donc, qui est avocat spécialiste en droit de la santé. Donc, c'est important de le souligner puisque c'est une spécialité que n'ont pas tous les avocats, qui défend les médecins depuis maintenant, je dirais bien 30 ans, Véronique. Presque. Voilà, presque 30 ans et qui connaît très bien ce sujet. On a réalisé ensemble un podcast, un guide autour de ce sujet qu'on a vraiment voulu voilà, vous traiter pour que vous ayez un maximum d'informations. L'idée, c'est pas voilà, de vous dire réellement quoi faire parce que vous êtes libre dans ce que vous faites, mais c'est juste de vous donner un peu les clous, enfin de vous donner un peu les limites et que vous restiez dans les clous par rapport à votre présence en ligne pour éviter d'avoir des sanctions de l'ordre notamment qui peuvent être parfois vraiment très contraignantes pour votre exercice. Donc voilà, on va essayer de balayer un petit peu tout ça. Et donc, comme je le disais, on réalise ce live avec l'AGOF, donc l'Association nationale des gynéco-obstétriciens en formation. Et avec moi, il y a ce soir donc la présidente de l'AGOF, Océane Pêcheux, et le secrétaire général, Frédéric Glissenstein, voilà, qui vont dire un petit mot de notre partenariat. Et également, il y a Charline Prandini, qui travaille chez Branchet, qui travaille chez nous et qui s'occupe de différentes spécialités, qui va également prendre la parole. Je laisse d'abord la parole donc à Océane et Frédéric pour dire un mot. Bonsoir à tous. Déjà, tout d'abord, on est vraiment très heureux de ce partenariat. Donc, nous, notre objectif pour les jeunes gynécologues, c'était vraiment d'informer les jeunes gynécologues sur les procédures, sur toute l'actualité juridique, sur tous les soucis que l'on peut avoir au quotidien, auxquels on est assez peu formé durant notre internat. Je ne sais pas si tu as un mot à ajouter, Océane. Non, merci d'être présent et merci à ceux qui regarderont le webinaire en replay aussi. Parfait, merci à tous les deux. Charline, je te laisse la parole pour le petit mot dont tu voulais parler sur notamment les cyber-risques. Vas-y. Bonsoir à tous. Alors oui, je voulais ajouter un petit mot introductif parce que donc ce soir, le sujet des réseaux sociaux et de la e-réputation va être largement évoqué par Maître Estève. Je voulais aussi attirer l'attention des médecins et des futurs praticiens sur la garantie cyber et notamment donc le risque des attaques sur Internet vis-à-vis de vos données avec les patients, qui sont des données bien sûr qui sont protégées par le secret médical. Donc il y a beaucoup d'obligations qui vous incombent en cas d'attaque. Donc l'idée, c'est vraiment de bien être couvert sur ce risque-là pour pouvoir accomplir toutes les formalités de déclaration à la CNIL, informer les patients. En tout cas, nous, on propose donc cette garantie. Pour ceux qui sont déjà adhérents chez nous, pensez bien à faire le point pour vérifier que vous avez cette garantie. Et puis, sinon, je pourrais vous mettre le lien d'un podcast qu'on a sur ce sujet, sachant qu'un live sur le thème est également à prévoir. Voilà, je vous souhaite un bon live.
Merci beaucoup, Gerline. Bon, bah, vous êtes de plus en plus nombreux. On va démarrer la session. Alors, effectivement, ce sujet, on voulait le traiter parce que avant, effectivement, la France était un petit peu à l'écart. Il y avait donc une réglementation de l'Union européenne qui était un peu différente. En France, la publicité et les médecins a toujours été tabou. C'était vraiment beaucoup plus sévère. Et il y a eu un décret le 22 décembre 2020 qui a un petit peu modifié la donne, mais pas tout à fait. Donc, c'est un peu la première question que je voulais te poser, Véronique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la position de la France et de l'UE à l'époque et voilà, le décret, qu'est-ce qu'il implique? Oui, alors il y a eu effectivement un contentieux qui a été vraiment très nourri par rapport à cette question de publicité pour les professionnels de santé. Et la Cour de justice européenne était formelle en disant que la publicité devait poursuivre un but d'intérêt général de santé publique et en indiquant qu'on ne pouvait pas interdire la publicité d'une manière générale et absolue. Mais il n'empêche que la France restait campée sur ses positions puisque en France, la publicité était interdite. Il y a eu donc effectivement ce décret qui est intervenu. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème. J'ai un mail qui se met au milieu. Il y a eu effectivement ce décret qui est intervenu donc le 22 décembre, décret qui ne concerne d'ailleurs pas que les médecins, mais la majeure partie des professions médicales, c'est-à-dire également les chirurgiens dentistes, les infirmiers externes. Et à la suite de ce décret, qui contient effectivement certaines dispositions légales, il y a eu quelques recommandations qui ont été émises par le Conseil national de l'ordre. Mais ces recommandations, malheureusement, elles ne nous permettent pas vraiment de distinguer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et finalement, il n'y a pas de définition de la publicité. Alors, je voudrais un peu aborder les textes de loi, même si je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais il est quand même important de savoir que contient ce fameux décret. Alors, ce décret a modifié déjà l'article de base, qui est l'article 41-27-19 du Code de la santé publique, mais il a laissé subsister le texte « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Et ça, je pense qu'il faut avoir bien ce texte en tête, parce que même s'il y a eu un aménagement, il y a quand même ce texte de base qui est maintenu. Après, il y a de nouveaux textes qui ont été édités, effectivement, qui améliorent la communication des praticiens avec les patients. Mais quand on lit attentivement ces nouveaux textes, on s'aperçoit que c'est pour que le médecin puisse communiquer dans le cadre d'une meilleure transparence. Donc, il y a une information. Donc, on a effectivement une nouvelle disposition, c'est l'article 41-27-19-1, qui dit effectivement que le médecin est libre de communiquer au public par tout moyen, donc par tout moyen, évidemment, c'est y compris Internet, des informations qui peuvent permettre aux patients un libre choix. Notamment, donc, le médecin peut communiquer sur ses compétences, ses pratiques professionnelles, son parcours et ses conditions d'exercice, ce qui n'était pas autorisé avant. Et le texte dit bien que l'information, elle doit être loyale et honnête et qu'elle ne doit pas faire appel à des témoignages de tiers, ni reposer sur des comparaisons avec d'autres confrères ou des établissements. Donc, effectivement, le médecin peut également communiquer à des fins éducatives, sanitaires ou pour donner des informations scientifiques, mais lorsqu'il communique sur des informations scientifiques, il faut qu'elles soient étayées. Donc, étayées, c'est-à-dire déjà reposées sur un certain fondement. Et il doit surtout se garder de présenter des données qui ne seraient pas encore acquises en les présentant comme des données acquises. C'est-à-dire qu'il doit indiquer que ce sont des hypothèses et que ce ne sont pas effectivement des données acquises. Et c'est là où, dans la communication, il faut que vous soyez prudent, parce que vous pouvez avoir un avis, mais il faut bien indiquer que c'est votre avis. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à se remémorer. Un nouveau texte également est apparu, c'est concernant l'usage de votre nom. Donc l'usage du nom, il faut faire attention à l'usage de son nom. Il ne faut pas tolérer
que des organismes publics ou privés utilisent votre nom, par exemple à des fins commerciales. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que vous devez veiller à l'usage du nom. Et quand on voit tout ce qui se passe par les réseaux sociaux, Insta ici et là, c'est pas évident de veiller à l'usage de son nom. Le décret a posé aussi une condition, c'est de ne pas utiliser des titres qui ne soient pas reconnus par le Conseil national, puisqu'il considère qu'à ce moment-là, ça tendrait à tromper le public. Vous voyez, toujours ce souci d'information du public. Informer le public, oui, mais attention, toujours dans la loyauté. Et idem pour les honoraires. Il y a un texte maintenant qui régit les honoraires, c'est-à-dire que des honoraires, bon, on dit toujours qu'elles doivent être déterminées avec tact et mesure. Maintenant, c'est devenu légal. Ça doit être déterminé avec tact et mesure. Et il est indiqué également par le texte, ça c'est important, qu'un simple avis ou un conseil dispensé par téléphone ne peut donner lieu à la perception d'un honoraire. Enfin, vous devez veiller à informer préalablement votre client du montant des honoraires, mais ça c'était déjà le cas. Et sur le site internet, pour le gynécologue qui a un site internet, il doit inclure le montant de ses honoraires. Alors, évidemment, on ne peut pas mettre le montant de tous ces honoraires, mais il faut qu'il y ait quand même une grille de certains honoraires. Vous devez donner un exemple de 4-5 tarifs honoraires. Et toujours pareil, il faut que l'information sur les honoraires, elle soit loyale. Et il est indiqué par le texte que vous ne devez pas imposer un règlement. C'est-à-dire que le patient a le choix de son règlement et que vous ne pouvez pas refuser ce qu'on appelle un acquis des sommes perdues. Donc, ça correspondrait à peu près à une facture, si l'on peut dire, sur un plan commercial. Véronique, pardon. Cette disposition sur les honoraires, elle est importante. Pourquoi ? Parce que l'autorité de la concurrence peut vous condamner jusqu'à 3 000 € d'amende. Donc, quand vous êtes une personne physique et plus une personne morale, voilà. Donc, pourquoi j'insiste un petit peu. Et après, il y a encore un texte qui prévoit ce que vous pouvez faire figurer dans les annuaires. Donc, si vous voulez, on va passer peut-être en revue un peu ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, quels sont les pièges à éviter. Est-ce que, Alexia, ça te Oui, ça me va. Il y avait juste une question pour rebondir sur ce que tu disais sur les honoraires d'Océane, qui disait que quand on pratique la téléconsultation, pourtant, on peut coter les actes. Oui, là, c'est dans le cadre de la téléconsultation, c'est-à-dire que le patient va vous appeler pour une téléconsultation. Mais un patient qui vous appelle simplement pour vous demander un conseil ou un avis, si ce n'est pas considéré comme de la téléconsultation, vous ne pouvez pas lui facturer. Il faut vraiment que ce soit considéré comme une consultation et non pas simplement un avis qu'un patient va vous demander, que vous connaissez, qui va vous téléphoner, simplement vous demander votre avis, vous ne pouvez pas lui facturer. Donc, ce qui fait la différence, c'est le fait que ce soit programmé, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est ça. Oui, Véronique, effectivement, par rapport à ce que tu disais, l'idée, ce serait tu as devancé ma deuxième question. Donc là, on a compris un peu les différents aménagements liés au décret. Mais voilà, je voudrais juste que tu rappelles, avant de dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, un peu le code déontologique du médecin par rapport au fait de ne pas se comparer, de pas… c'est des trucs de base, mais qui, en fait, donnent du sens à tout ça, en fait, et qui doit rester dans la tête des médecins. D'accord. Donc, en fait, il y a des dispositions de la déontologie qu'il faut toujours avoir en tête. Déjà, il faut faire preuve de moralité et de probité. Il faut respecter le secret professionnel. Surtout dans votre activité, faites très, très attention à ça. Respectez le secret professionnel. Conserver son indépendance, c'est-à-dire ne pas être affilié à telle et telle société de fabrication, etc. Il faut faire preuve de prudence et de modération. Comme je vous l'ai dit, se fonder sur les données étayées de la science, communiquer de manière honnête et loyale, et ne pas faire de promotion personnelle lorsqu'on intervient dans un cadre éducatif et scientifique. Et puis enfin, la règle de base, c'est toujours entretenir des bons rapports de confraternité. Donc ça, c'est effectivement on va dire le cadre légal au niveau de la déontologie, quand on veut communiquer.
Oui, ce qui peut se traduire, parce que ça existe dans certains pays, par je suis le meilleur pour telle technique. C'est ça aussi. C'est dans ce sens-là qu'il faut essayer d'extrapoler sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de médecins qui se Alors, mettent en avant. Et c'est là que le sens de la déontologie, justement, prend sens, en tout cas en France. alors, si vous voulez, je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pour rester dans les clous, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, point important, c'est améliorer son référencement en payant. Ça, c'est quelque chose qui est complètement prohibé. Il ne faut pas non plus faire ce qu'on appelle du spamdexing, c'est-à-dire introduire des mots-clés cachés pour tromper les moteurs de recherche. Ça, c'est interdit. L'ordre dans ses recommandations l'a dit à plusieurs reprises et évidemment, c'est toujours le cas. Vous ne pouvez pas non plus prendre un nom de domaine qui va valoriser votre qualité. Par exemple, vous ne pouvez pas vous appeler lemeilleur.com, expérience.com, excellence.com, vous ne pouvez pas le faire. Affirmer qu'on est le meilleur ou le moins cher, ce n'est pas possible. Se présenter comme un leader qui serait chargé des plus hautes responsabilités scientifiques, genre je suis un expert internationalement connu, vous ne pouvez pas le faire parce que déjà le titre expert est vraiment réservé à ceux qui sont réellement experts inscrits auprès des tribunaux. Évitez bien évidemment de critiquer des confrères en disant par exemple oui mais certains ont des techniques complètement obsolètes, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas non plus vous comparer à des confrères, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire état de diplômes qui ne sont pas reconnus en France. Vous ne pouvez pas indiquer une technique en disant « je suis le seul à faire cette technique », vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas mentionner une pratique qui n'est pas éprouvée, qui serait à un stade expérimental. Vous ne pouvez pas non plus publier des faux cas avant-après, mais ça ne vous concerne pas vraiment, ça concerne plutôt la chirurgie esthétique. Vous ne pouvez pas porter atteinte au secret professionnel, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que chez vous, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Faites attention quand quelqu'un va vous contacter, qui est le mari ou de la famille, etc. Vous ne devez répondre qu'à votre patiente. Chez vous, c'est plutôt effectivement des patientes et pas des patients. Évitez un lien qui renverrait à un blog personnel. Ne cautionnez pas une société, un site commercial. C'est pas bien non plus. Évitez tout ce qui est notation, évaluation, commentaire, témoignage en disant « Chère madame, je vous remercie pour votre témoignage ici et là ». Évitez ça. Alors, chose extraordinaire, c'est vrai que ça surprend beaucoup d'entre vous, ça me surprend moi-même aussi. Vous ne devez pas utiliser des hashtags pour augmenter votre visibilité. Or, on sait tous que les hashtags sont utilisés, mais l'ordre dans ses recommandations dit que les hashtags sont prohibés. Et vous ne devez pas indiquer, par exemple, je suis installé depuis tant de temps et je n'ai eu aucune plainte et je n'ai eu aucune sanction. On pourrait imaginer effectivement de le faire, mais on n'a pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, faites attention aussi de ne pas mettre sur votre site des liens avec des sources qui ne sont pas vérifiées. Et quand vous mettez des liens avec des sources, vous devez toujours vérifier que ces liens soient toujours bons et ne soient pas obsolètes. Voilà, si vous voulez, tous les pièges à éviter. Et sinon, vous allez avoir les foudres du Conseil de l'ordre, alors du Conseil départemental plus particulièrement, et vous pouvez effectivement vous faire dénoncer aussi par des confrères, ça c'est aussi classique. Véronique, je te coupe 2 secondes juste pour te préciser que ce soir, il n'y a pas que des gynéco-ops, on a un peu élargi. Donc, il y a des chirurgiens plasticiens, il y a des orthos, il y a un peu de tout. Mais voilà, effectivement, c'était bien de rappeler qu'il faut s'adresser donc à la parturiente et pas au mari dans le cadre de la gynécologie obstétrique. Voilà. Je dirais à l'attention des chirurgiens plasticiens, vous ne devez pas non plus inciter les patientes à multiplier les actes. Ça s'adresse plus particulièrement à la chirurgie plastique. Et c'est pareil pour tout ce qui est photo et tout ce qui est faux cas. Bon, après, ça, vous ne devez pas le faire. Et ça, on en voit énormément. Alors, juste pour revenir, Véronique, sur le site Internet en lui-même, il y a une chose aussi qui a un petit peu changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut donner sa surspécialité. On n'est pas obligé de dire « je suis chirurgien orthopédique », on peut dire « je suis chirurgien spécialiste de la main ». On peut le dire maintenant. Je vais vous citer un cas que j'ai retrouvé. Ça avait été jugé en 2018, c'est-à-dire bien avant que ce décret sorte. C'était un gynécologue
qui, à l'occasion d'arrêter vos activités, avait retracé dans la presse son parcours, sa carrière, ses engagements humanitaires, mais il n'avait pas mentionné ses coordonnées. Et en fait, l'article tendait à donner une belle image de la profession. Il parlait notamment de la procréation assistée, etc. Et il a été poursuivi par le conseil départemental, où le conseil départemental l'a accusé d'avoir fait cet article pour promouvoir sa carrière. Ben, il faut savoir que même en 2018, il n'a pas été condamné parce qu'on a estimé que ce n'était pas de la publicité, puisque c'était finalement informatif. On voyait que l'ordre savait déjà, même à l'époque, faire quand même une différenciation entre ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Par contre, pour la petite histoire, pour être, on va dire, total dans mon explication sur ce cas, ce praticien, dans le même temps, avait sans doute été excédé par une histoire de campagne électorale. Il était, je crois, assesseur au Conseil de l'Ordre. C'est pas très important. Enfin, il avait créé une tribune. Et là, il avait dit à ses confrères que l'Ordre, c'était une véritable mafia sans scrupules, qu'il n'en pouvait plus de ces escrocs. Là, évidemment, il avait été condamné. Vous voyez, il faut toujours avoir le tact et la mesure. Le Conseil national a considéré que son article de presse, ben, finalement, ce n'était pas attaquable puisqu'il était en plus en fin de carrière et qu'il n'avait pas donné ses coordonnées, mais il avait dérapé. Alors, pour revenir à ce qui se fait aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut effectivement, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est très important, on peut communiquer sur sa spécialisation. Alors, vous avez pris le cas avec celle justement du chirurgien orthopédiste. Ben, effectivement, maintenant, on va pouvoir indiquer s'il fait du membre inf, du membre sup. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les patients, parce que les patients, finalement, quand ils ont besoin de s'adresser, que ce soit à un gynécologue ou à un autre professionnel, ben, à part de regarder dans les pages jaunes et on voit tout le monde et il y a le nom, mais on ne sait pas exactement ce que les uns les autres font. Là, maintenant, sur votre site, vous pouvez non seulement indiquer vos diplômes, mais la formalisation spécialisée transversale, les accréditations. Et ça, effectivement, c'est important. D'autant que vous pouvez également faire état de votre pratique et de votre parcours. Par exemple, vous pouvez parfaitement sur votre site mettre votre CV. Et donc ça, effectivement, c'est intéressant puisque ça permet une orientation. Et le patient s'y retrouvera beaucoup plus facilement puisqu'il pourra savoir, ben, je vais m'adresser à ce professionnel parce qu'il est plus spécialisé dans tel type d'acte. Donc, je pense effectivement que c'est important. Mais toujours pareil, au niveau du site, faites attention de bien faire la page concernant les honoraires. Si vous êtes en secteur conventionné, ben, il faut l'indiquer. Et puis, si vous donnez des informations, c'est intéressant de donner des informations sur le site. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule sur les textes. Vous devez toujours donner une information qui soit d'abord à jour. C'est important que l'information soit à jour et que ce soit toujours à caractère pédagogique, scientifique. Et donc, effectivement, ça c'est très intéressant parce que les patients peuvent notamment aller comprendre les techniques, tout autant qu'ils veulent bien évidemment les comprendre. Et attention, ça n'a rien à voir avec l'information que vous communiquez à votre patient, à votre patiente ou à votre patient avant qu'il se fasse opérer. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous devez donner l'information au patient lorsqu'il se fait opérer par rapport aux complications, etc. Mais en plus de ça, vous pouvez donner une information sur les techniques que vous utilisez, sur l'intervention. Vous pouvez même mettre des schémas explicatifs, donc ça, c'est toujours effectivement intéressant. Vous pouvez même mettre des vidéos, mais des vidéos, attention, qui ne heurtent pas quand même la sensibilité du public. Donc, il faut faire quand même très, très attention à ça. Et vous pouvez, à partir du moment où vous donnez une information, vous pouvez effectivement faire attention, vous pouvez toujours l'actualiser. Sinon, il faut effectivement supprimer tout ce qui est dans votre site. Vous ne devez pas vous mettre en lien avec une société commerciale parce que ça, effectivement, c'est répréhensible. Et puis, je vous rappelle
Le référencement sur votre site, attention, je le répète, doit être naturel et non pas un référencement payant. Donc voilà, si vous voulez, à peu près tout ce que vous pouvez faire par rapport à votre site Internet, dans ce qui vous permet de vous faire connaître beaucoup plus largement par le public et par vos futurs patients, puisqu'en fait, maintenant, vos futurs patients peuvent savoir exactement quelles sont les pratiques que vous pratiquez habituellement de manière plus importante qu'une autre. Et ça effectivement, c'est parfaitement autorisé par le Conseil de l'ordre. Alors du coup, Véronique, merci pour ces explications. Pour le site Internet, par exemple, on peut avoir en homepage sa photo, son nom, son prénom, sa pratique. Et après, on peut avoir des onglets, le lieu d'exercice, bien entendu. Après, on peut avoir des onglets, par exemple, qui s'appelleraient ma pratique. Où là, on décrit sa pratique. Voilà. On peut avoir un autre onglet, je dis n'importe quoi, mon CV. Bon, c'est peut-être un petit peu schématique ce que je raconte, mais juste pour qu'on se rende compte des pages qu'on peut avoir sur son site, quoi, pour que ce soit quand même un minimum personnalisé. On peut effectivement avoir tout ça, mais attention, il ne faut pas, par contre, indiquer des diplômes qui ne soient pas reconnus par l'ordre. Ça, ce n'est pas possible. Par exemple, des diplômes étrangers qui ne soient pas reconnus, il faut faire quand même très, très attention à ça. Et après, je vous dis, pour tout ce qui est... vous pouvez aussi indiquer que vous êtes à la disposition du patient pour réaliser un devis. Voilà, lorsqu'on est, par exemple, dans le cas de la chirurgie esthétique, vous devez indiquer que vous êtes à la disposition. Et quand vous êtes dans le cadre d'urgence et de permanence de soins, ça, vous devez aussi indiquer quelles sont les modalités d'urgence et de permanence du soin. C'est effectivement important pour vos patients. Et alors, par rapport au mode de paiement, Véronique, on est obligé de mettre tous les modes de paiement possibles. C'est bien ça, hein? Vous ne pouvez pas imposer un mode de paiement. D'accord. Vous êtes obligé de proposer plusieurs modes de paiement. Vous ne pouvez pas indiquer un seul mode de paiement. Il y avait une question d'Océane. Pourquoi il faut éviter les remerciements des patients? Alors, si vous voulez, c'est pas tant que vous pouvez effectivement remercier un patient, mais quand vous avez, par exemple, une patiente qui va faire sur Insta, moi, je vous conseille de prendre le docteur Intel parce que c'est le meilleur. Si vous remerciez, vous cautionnez la publicité qu'elle vous fait. C'est ça, vous voyez, c'est ça le problème. Par contre, quand vous avez, par exemple, un avis positif sur Google, vous pouvez effectivement remercier la personne, lui dire « je suis très touchée par le message, je voulais la remercier ». Voilà, c'est vrai, il y a une différence lorsque la patiente fait de la pub, comme il y en a beaucoup, notamment en chirurgie esthétique sur YouTube, etc. Là, par contre, vous ne pouvez pas cautionner en mettant un like ou en mettant un commentaire parce que du coup, vous cautionnez la publicité qu'elle se permet de faire. Elle n'est pas attaquable, mais vous, oui. Alors, il y a une question du docteur Autissier sur les avis Google négatifs dont on va parler après, docteur, on en vient. Je voulais juste, Véronique, donc tout ce que tu as dit, évidemment, ça s'applique pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez dire que vous êtes orthopédique surgeon / spécialiste, voilà, membre inf, membre sup, rachis, machin. Si vous êtes chirurgien, gynécologue, que vous faites tout ce qui est cancer du sein, etc., vous pouvez le mettre. Donc voilà, ça vous pouvez le mettre sur Instagram, sur LinkedIn, ça on le voit vraiment de plus en plus, il n'y a pas de souci, et que toutes les règles dont tu as parlé, Véronique, forcément elles s'appliquent aussi sur les réseaux sociaux, on ne peut pas, voilà, sauf si tu as des choses à rajouter là-dessus. Moi sur les réseaux, j'ai un peu envie de vous dire, faites attention à l'usurpation de votre nom, parce que sur les réseaux, sur Insta ici et là, c'est vite fait de se faire usurper son nom. Moi, ça m'est arrivé une fois. On avait pris mon nom et puis je vous dis pas ce qu'on faisait avec. Enfin bref. Et donc voilà, vous devez faire attention vraiment à l'utilisation de votre nom. Il ne faut pas que votre nom soit utilisé de manière irrégulière. Et le problème, c'est que si vous ne faites rien pour faire cesser une utilisation irrégulière, l'ordre peut vous le reprocher. C'est-à-dire l'ordre peut vous dire vous étiez informé qu'on a utilisé votre nom à mauvais escient, par exemple pour une société commerciale, etc. Vous n'avez rien fait. Vous auriez dû faire une mise en demeure et même mieux,
dans les recommandations, l'ordre préconise un signalement à l'ordre. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a un bâton qui est utilisé abusivement et que vous n'arrivez pas à le faire retirer, vous devez le signaler à l'ordre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous utilisez des pseudos, parce que sur Insta notamment ça se fait, vous pouvez effectivement utiliser un pseudo, mais vous devez quand même le déclarer au Conseil de l'ordre. Et quand vous utilisez un pseudo, ben, c'est quand même, quand vous l'utilisez, on va dire à titre médical, ben, vous devez faire attention quand même quand vous intervenez sur les sites, enfin, sur les réseaux, vous devez faire attention quand même de le faire avec prudence, avec modération. Donc pareil, sur Insta, sur les réseaux, vous ne devez pas utiliser de faux titres de façon à tromper le public. Pour Facebook, moi, j'aurais envie de vous dire de créer un profil professionnel, de ne pas mélanger le personnel et le professionnel. Ça, je pense que c'est pas bon. Il faut vraiment bloquer votre accès personnel. Et c'est toujours pareil, les patients qui vous demandent comme amis, mais oui, mais une fois que vous êtes amis avec eux, ils sont quand même connectés sur votre page perso. Et ça me paraît pas souhaitable. Vous savez, toutes les informations que je vous donne, c'est des informations qui sont nouvelles parce que le décret n'est paru qu'en fin 2020 et on n'a pas beaucoup de recul. C'est-à-dire que dans quelques années, évidemment, on aura plein de cas de jurisprudence parce que l'ordre aura épinglé X, Y, Z. Donc là, c'est justement pour éviter de se faire épingler que je vous donne tous ces conseils-là parce qu'on est en l'état de disposition nouvelle. Concernant les informations que vous pouvez donner au public, que ce soit sur les sites internet ou sur Insta, c'est pareil, toutes les informations, vous ne devez jamais heurter la sensibilité de l'internaute. Donc faites très très attention quand vous communiquez sur Insta, quand vous parlez d'intervention, surtout quand on est dans un cadre gynécologique, faites attention parce que vous souvent, vous en parlez librement, ça ne vous choque pas, pensez un petit peu à celui ou celle qui vous écoute, qui risque d'être effectivement choqué. Qu'est-ce que je peux vous dire? Après, Véronique, il y avait aussi l'histoire de la déclaration de tout ce qui est conflit d'intérêt aussi, tu sais? Voilà, vous devez effectivement déclarer les conflits d'intérêt lorsque vous intervenez. Si vous avez un conflit d'intérêt, c'est-à-dire lorsque vous allez faire une présentation. Par exemple, moi, ce soir, j'aurais dû vous dire, attention, je travaille en collaboration avec le cabinet branché, de façon à ce que ce soit transparent. Je ne l'ai pas fait, mais vous voyez, c'est pas bien. Quand vous intervenez, effectivement, vous devez surtout veiller à déclarer un conflit d'intérêt. À partir du moment où vous l'avez déclaré, il n'y a pas de problème. Si vous ne le déclarez pas, effectivement, on peut considérer que vous avez tendu à dissimuler votre lien avec la société. Donc là aussi, il faut vraiment faire très attention. Et si par exemple, on a un lien d'intérêt avec, je ne sais pas, un labo ou quelqu'un pour financer une étude, on peut le mettre sur le site? Il suffit de le mentionner. D'accord. Il suffit de le mentionner. Oui, ce n'est pas répréhensible à partir du moment où vous l'avez mentionné. Voilà. Donc, si vous l'avez mentionné, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne le mentionnez pas, ça tend à faire croire que vous n'avez pas un intérêt avec telle société. Alors Véronique, juste avant qu'on passe à tout ce qui est e-réputation, avis négatif Google, est-ce que tu pourrais, parce que là on a un peu dit voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a quand même quelques cas dans la jurisprudence de médecins qui ont été sanctionnés, soit par des arrêts carrément d'exercice du coup ferme ou justement en sursis, si je peux m'exprimer comme ça. Est-ce que tu peux juste nous donner 2-3 exemples, même si ce n'est pas forcément des gynécos ou des personnes qui sont ce soir avec nous, mais qui se rendent compte de quel type d'infractions peuvent être sanctionnées, quoi? Oui, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas me mettre à dos les plasticiens qui nous écoutent, mais il faut quand même reconnaître que tout ce qui concerne la publicité, il faut quand même reconnaître que c'est les plasticiens qui en font plus particulièrement les frais. Les gynécologues en matière de publicité, il y en a très peu. Donc, on a eu des cas de suspension assez lourds
notamment sur un site Savoir Maigrir, où le praticien dispensait ses conseils, soi-disant personnalisés ici et là. Et en réalité, ce praticien était financièrement intéressé aux recettes de ce site Savoir Maigrir. Donc, c'était considéré comme une démarche qui était commerciale et il a écopé de 2 ans de suspension d'exercice, dont un ferme. Donc, ça veut dire 1 année de suspension d'exercice ferme et 1 année de sursis, c'est-à-dire que c'est au-dessus de sa tête. Et si effectivement il récidive, ben là, il risque beaucoup de choses, c'est-à-dire prendre la sanction de 1 an qui du coup deviendra ferme. Il y a aussi d'autres condamnations qui sont intervenues, notamment chez les plasticiens sur leurs fameuses photos avant-après. Donc ça, il faut faire très attention parce que là, on va dire que de plus en plus, le Conseil national est agacé par les photos avant-après où les patients sont reconnaissables. Donc, je vous cite un cas qui est intervenu en 2010 où le plasticien a pris 3 ans de suspension, dont 2 avec sursis. Donc, c'est quand même 1 année de suspension ferme et en plus, il se retrouve avec 2 ans qu'il risque d'avoir. Sinon, on peut citer un cas qui est aussi intéressant puisque c'est un gynécologue. C'est le cas dont Alexia vous a parlé, je crois, au début. Ben, moi, je trouve que c'est quand même assez dur parce que ce praticien gynécologue, il avait fait un DVD sur la sclérose en plaques. Et ben, évidemment, lorsqu'une patiente pouvait être concernée par la pathologie, il conseillait ce DVD qui traitait de la sclérose en plaques. Oui, mais sauf que le DVD, la patiente, elle l'achetait. Et c'est là, effectivement, où il s'est fait coincer. Il a eu beau dire qu'il tirait pratiquement pas de revenus de la vente de ses DVD, etc. Mais sa faute, entre guillemets, si l'on peut dire, ça a été de vendre le DVD. Si ce DVD avait été remis à titre gracieux, on aurait considéré que c'était une information que c'était super. Là, par contre, à la mesure où les DVD étaient vendus aux patients, même s'ils n'étaient pas très chers, il a effectivement écopé d'une suspension de 3 mois, dont 2 avec sursis. Oui, mais ça fait quand même 1 mois ferme de suspension d'exercice, c'est quand même lourd. Alors, c'est une jurisprudence qui est intervenue en 2019, mais même si elle intervenait maintenant après le décret, elle serait toujours applicable parce que la petite phrase que je vous disais au début du texte, la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce. Alors après je vous dis, on retrouve dans la jurisprudence toutes sortes de choses, notamment c'est un praticien qui avait mis en avant une fille qui faisait comment ça s'appelle, les genres de blogueuses, etc. Il lui avait refait les seins. Alors, elle était tout à fait d'accord, évidemment, pour qu'on lui fasse de la publicité. Et l'ordre a dit non. Même si la patiente donne son accord, vous ne devez pas révéler son identité. Même si, en réalité, il y avait un accord plus que tacite entre eux, puisque je pense que ça les arrangeait bien. L'ordre a dit que ce n'était pas possible. Et effectivement, ce praticien a également été condamné. Puis il avait fait aussi des émissions, Jérôme Star, etc. Donc on va dire qu'il en a fait peut-être à ce moment un peu trop quand même, et il a été condamné. C'est vrai que les condamnations, ça va être fonction de, on va dire, ça va être fonction de ce qui a été fait réellement. C'est-à-dire, on peut toujours dire, bon, ben, je ne savais pas. Quand, par exemple, vous avez un praticien qui, sur son site, qui a un site, on va dire, professionnel, mais qui, après, dit également qui donne des cours de cuisine, qui conseille effectivement des hôtels, des activités diverses et variées, il ne peut pas dire à ce moment-là que son site est professionnel. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu du bon sens. Et après, c'est difficile de faire croire à ses pairs, ah non, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas le faire, ça tombe sous le sens. Après, quand l'ordre considère effectivement que bon, effectivement, le praticien, il a pu être trompé, il ne savait pas exactement ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Bon, ben, on va dire qu'il s'en sortira toujours avec du sursis, si c'est la première fois. Par contre, quand c'est trop criant, comme toute cette chirurgie esthétique, alors, on va dire que l'avantage dans ce type de communication, c'est les stories. Parce que les stories, c'est éphémère. Ce
Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses qu'ils ne doivent pas faire, mais comme c'est éphémère, eh bien, on n'a pas le temps effectivement de les épingler, d'autant que le Conseil de l'ordre, il faut dire, enfin, les conseils sont absolument submergés par tout ce qui est communication, Insta. Voilà. Moi, je suis là pour vous dire, voilà, ce que vous pouvez faire. Après, vous faites effectivement ce que vous voulez dans le cadre de votre activité. Je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes un peu intéressé de savoir ce que vous pouvez faire. Et sinon, effectivement, vous faites ce que vous voulez, puis vous dites, bon, si je me fais coincer, j'en aurais tiré profit. Mais on va dire qu'on n'est pas plutôt dans le cadre du serment d'Hippocrate, si je peux me permettre, sans émettre un jugement. Merci Véronique. On va passer, comme il nous reste 20 minutes, à la partie e-réputation qui intéresse au plus haut point toutes les spécialités. Donc, l'idée, c'est de vous rappeler en fait ce que c'est que la e-réputation, comment ça se passe et les différents recours que vous avez face à un avis négatif, en sachant que en France, pays des droits de l'homme, il y a toujours ce problème de la liberté d'expression. Quand on rédige un avis sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, c'est toujours difficile de dire que c'est de la diffamation, de l'injure. Alors déjà, Véronique, est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer comment sur un avis, on peut se dire c'est une injure, c'est de la diffamation, donc c'est condamnable, ou c'est simplement un avis qui exprime une liberté d'expression? C'est toute la difficulté actuelle parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Le problème de la réputation, ça a quelques années. C'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Donc, c'est vrai que on essaie de savoir qu'est-ce qui peut être considéré comme de la diffamation, qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'injure. Et c'est pas aussi évident que ça. Si on prend, si vous voulez, la définition, on va dire, purement juridique, la diffamation, ça se rapporte à un fait précis, à un fait qui porte atteinte, on va dire, c'est une allégation qui va porter sur un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, ou le texte dit du corps auquel le fait est imputé, c'est-à-dire de votre profession. Donc là, on considère que c'est de la diffamation. Quand ce sont des faits qui sont imputés ou des propos qui sont imputés à une personne, là, on considère que c'est de la diffamation. Si on ne parle pas de faits, alors du coup, on va dire c'est pas une diffamation, c'est une injure. Donc après, vous avez la diffamation publique et la diffamation privée. Alors la diffamation publique, comme vous vous en doutez, c'est quand on parle, puisqu'on parle des réseaux aujourd'hui, c'est quand c'est une diffusion qui se fait par exemple sur Twitter et qui est lisible par tous, on va considérer que c'est de la diffamation publique. Lorsque c'est par exemple sur un mur qui est réservé à, on va dire, à des internautes restreints, là effectivement, on va considérer que c'est de la diffamation privée. Donc, effectivement, la diffamation privée, on va dire, c'est moins grave, c'est une contravention, alors que la diffamation publique, c'est effectivement un délit. Le problème, dans le cas de la diffamation, c'est le délai. Et le délai, c'est pas rien. C'est un texte très ancien qui remonte à 1881, qui dit que l'action est prescrite si il n'y a pas eu, si la personne, on va dire, n'a pas fait une action dans le délai de 3 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la parution se fait, c'est pas à partir du moment où vous en apercevez, c'est à partir du moment où la parution se fait, vous avez 3 mois pour réagir. Hormis si c'est des discriminations racistes, sexistes, homophobes, là, il y a 1 an. Mais sinon, c'est un délai qui est quand même très court. Qui est très court parce qu'il faut vous en apercevoir de suite, prendre un avocat, faire le nécessaire. Et c'est une procédure qui est très encadrée sur un plan pénal et qui est quand même très, très lourde. Donc ça, c'est le cas de la diffamation. L'injure, c'est différent, c'est considéré comme une contravention. Alors, on va peut-être s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire quand on a
Exactement, un avis négatif. Un avis négatif. Et justement, à ce titre, on avait des petits exemples que peut-être Océane ou Frédéric vont lire, vraiment des exemples d'avis Google Type sur lesquels vous pouvez tomber en tant que praticien, peu importe votre spécialité. Là, c'est la gynéco-obs, mais ça s'étend à toutes les spé. Alors, si l'un d'entre vous veut bien en lire un ou deux. Alors, par exemple, si c'est écrit comme commentaire fuir au sujet d'un médecin. Alors, si vous avez un commentaire comme ça, je suppose, sur votre fiche Google où il y a marqué, par exemple, fuir ou à fuir. Ce qui est quand même effectivement relativement fréquent. Quand on va un peu sur les sites, ben, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est assez fréquent. Déjà, il faut savoir si vous pouvez identifier l'internaute ou pas. Donc, si l'internaute n'est pas identifié, ben, je pense qu'il faut lui répondre dans la mesure où vous ne vous identifiez pas. Il m'est difficile de vous répondre et lui dire n'hésitez pas à me contacter. Il faut toujours répondre d'une manière en restant très, très posé, très, très calme et en lui mettant, par exemple, dans votre réponse, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse comprendre ce qui a pu être à l'origine de votre ressenti. Si c'est quelqu'un qui est identifié, à ce moment-là, vous pouvez lui dire je suis surpris par votre ressenti, mais je suis très intéressée d'en discuter avec vous et je suis disposée à vous recevoir. Vous voyez, il faut, dans un premier temps, c'est quand vous faites un droit de réponse, que vous exercez votre droit de réponse, simplement dans le cadre de la fiche Google. Dans le cadre de la fiche Google, vous avez effectivement la possibilité de répondre. Alors, comment vous pouvez faire pour répondre sur la fiche Google? Ben, en fait, vous allez cliquer sur l'onglet Répondre et votre réponse, elle va être publiée après contrôle des gestionnaires de Google et elle sera également adressée à l'internaute. L'internaute, à ce moment-là, il a la possibilité de supprimer l'avis ou de le modifier son avis. Donc là, on va dire c'est le premier stade. Le premier stade, c'est déjà répondre. Et de toute façon, ça ne sert à rien de répondre. J'ai vu des réponses assez agressives, assez caustiques, des fois qui sont drôles aussi. Mais il faut quand même faire très très attention quand on répond parce que sinon, ça va encore monter d'un cran. Si vous voyez que effectivement la réponse que vous avez donnée n'est pas satisfaisante, à ce moment-là, vous pouvez effectivement demander à Google de supprimer effectivement l'avis qui a été donné en expliquant que cet avis vous porte préjudice. Et Google, alors là, c'est pas sûr que, enfin là, ça dépend, c'est entre les mains de Google. Il ne fera pas droit. Et en règle générale, Google n'y fait pas droit. Alors, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez contacter la CNIL. Alors, vous allez adresser une lettre à la CNIL en disant que, voilà, vous avez eu effectivement ce message, que ça vous porte préjudice, et à ce moment-là, vous demandez à la CNIL d'intervenir. Mais la CNIL, elle a 1 mois pour vous répondre. Et si la CNIL ne vous répond pas, il ne reste plus qu'une solution, c'est d'agir sur un plan judiciaire. Alors justement, Véronique, par rapport au deuxième avis qui est un peu plus cinglant quand même, Frédéric, si tu veux bien le lire. Alors, mon accouchement était une horreur, une véritable boucherie. J'en fais encore des cauchemars. Je ne recommande pas du tout le docteur X. Oui. Claire, là, on est déjà dans le à fuir et dans ça, on est dans la diffamation, on est dans le toi, si tu devais le juger, non, tu dirais quoi? À fuir, on n'est pas dans la diffamation, on est dans la liberté d'expression. Le à fuir, c'est considéré comme de la liberté d'expression. Par contre, ça peut être quand même, ça peut être sanctionné sur un plan civil par le juge des référés si le juge des référés estime que c'est considéré comme illicite. Donc, c'est à l'appréciation du juge des référés. Mais les juges des référés sont très larges sur la liberté d'expression. Si on a une internaute qui écrit « Mon accouchement a été une véritable horreur, une boucherie, j'en fais des cauchemars, etc. »
déjà, je pense qu'il faut lui répondre. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est identifié, il faut lui répondre pour essayer déjà de la rassurer, pour montrer que bah, vous débutinez pas du tout par rapport à son accouchement. Mais là aussi, attention, parce que vous êtes astreint au secret professionnel. Et c'est des fois très dur de répondre parce que si vous dites, ah oui, votre accouchement était tellement compliqué, madame, il vous est passé ci, là. Non, vous ne pouvez pas rentrer dans les détails. Donc, moi, ce que je dirais, ce que je répondrais à cet internaute, déjà dans le premier temps de réponse que vous pouvez lui faire, c'est lui dire je suis navrée de votre ressenti, j'essaie de faire au mieux, quelles que soient les situations, tout en restant humble dans ma pratique, mon équipe et moi, faisons en sorte de vous entourer, de vous rassurer, et je suis à votre disposition pour en discuter. Vous voyez, toujours dans ce sens-là. Et dans ce cas, excusez-moi, maître, dans ce cas, si l'avis négatif persiste, hein, s'il y a toujours un avis négatif qui est donné à la suite de cette réponse, hein, qu'est-ce que vous feriez? Alors, si c'est simplement, vous voyez là, mon accouchement a été une véritable horreur, c'est une véritable boucherie, c'est son sentiment subjectif. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par contre, si elle met, mon accouchement était une horreur, le docteur machin est un boucher. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Si elle qualifie son praticien de boucher, en l'occurrence un gynécologue, on peut autant être boucher, ça n'a rien d'injurieux, mais quand on qualifie un gynécologue de boucher, on sait très bien ce que ça veut dire. Là, par contre, effectivement, c'est attaquable. Et je pense effectivement que le juge des référés, dans un cas comme ça, sanctionne. Alors, si vous voulez, je peux vous donner quelques exemples pour vous faire comprendre dans quel cas un juge des référés sanctionne ou ne sanctionne pas. Il faut savoir déjà qu'il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils ont vu ces avis négatifs pulluler, ils ont dit, puisque c'est comme ça, moi je vais demander d'être déréférencé. C'est-à-dire, je ne veux plus être référencé, je vais me déréférencer. Je ne veux plus cette fiche Google My Business, etc. Et dans un premier temps, il y avait un juge des référés qui avait dit, bon, vous voulez être déréférencé, après tout, pourquoi pas. Et dans un second temps, et très vite, les juges des référés ont dit non. Non, c'est la liberté du public. Cette fiche Google, même si elle est créée sans votre accord, c'est ça qui est terrible, même si elle est créée sans votre accord, eh bien, elle donne une information professionnelle et vous ne pouvez pas vous y soustraire, c'est dans le domaine public. Donc, du coup, on a bien compris qu'on ne pouvait pas faire supprimer la fiche Google, donc il reste à faire supprimer les avis négatifs. Donc, les avis négatifs, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut savoir si on veut attaquer Google ou si on veut attaquer l'avis négatif. Alors, l'avis négatif, on va dire la personne qui est derrière cet avis négatif. En règle générale, dans toutes les jurisprudences que j'ai trouvées à part une, on attaque Google parce qu'on estime que Google devait effectivement faire office un peu de filtre et ne pas laisser passer ses avis négatifs. Et il faut savoir que Google sait se défendre. Et Google, en règle générale, s'en sort, on va dire, assez bien. Par contre, le juge des référés dit, les gens, finalement, c'est la liberté d'expression, ils ont un peu le droit de dire ce qu'ils veulent, même si ça ne vous fait pas un plaisir. Toujours est-il, c'est que ce que vous pouvez obtenir dans le cadre d'une procédure, déjà, c'est qu'on puisse identifier l'internaute par son adresse IP. Là, par contre, on peut présenter ce qu'on appelle une requête et le président du tribunal, sur une ordonnance, demande à Google de révéler l'adresse IP de l'internaute. Alors, avec la réserve, c'est que Google n'a que l'obligation de conserver ses archives que pendant 1 an, ce qui est relativement peu. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir l'identification de l'internaute, parce qu'à ce moment-là, l'internaute, vous pouvez l'attaquer en direct, ce qui est beaucoup plus simple. Alors, au niveau des appréciations négatives, je vais vous donner quelques exemples.
il y avait notamment un avis négatif qui disait on entre, on dit 2 mots, on sort avec une ordonnance, on paie le dépassement d'honoraires. De toute façon, il ne nous a même pas écouté, il était absorbé par son téléphone. Eh bien, en fait, le Conseil de l'ordre avait été choqué par cette plainte et s'était même associé. Donc, on considérait quand même que, eh bien, en fait, le juge des référés a refusé de supprimer la fiche Google et a même dit, mais après tout, c'est dans le cadre de la liberté d'expression. C'est vrai qu'ils ont eu un ressenti qui est assez négatif, et c'est dans le cadre de la liberté d'expression. Et le juge a rajouté, mais vous pouvez de toute façon vous adresser directement aux internautes à partir du moment où effectivement ils sont connus. Alors il y a eu un autre cas où il était indiqué, il est nul, il n'est pas du tout sympathique, il est nul. Alors il est nul, est-ce qu'on peut considérer que ça doit être supprimé? Moi, j'aurais un peu tendance à dire oui quand même, parce que se faire traiter de nul, c'est quand même assez différent. Eh bien non. Le juge des référés, en 2019, c'était à Paris, a dit non. Le fait de dire de quelqu'un qu'il est nul, c'est simplement de la liberté d'expression, de dire qu'il n'est pas sympa, c'est de la liberté d'expression. On a un autre cas où le praticien a été traité d'homme désagréable, hautain, antipathique, qui n'écoute pas. C'est pareil, ça n'a pas été considéré comme devant être supprimé. Alors vous imaginez quand même si ça va loin. C'est-à-dire que la Cour d'appel, elle considère que des avis comme ça, c'est pas diffamatoire, c'est pas injurieux. Alors c'est sûr que quand on connaît ces diverses jurisprudences, et en plus Google, bien évidemment, on a beaucoup, quand on connaît ces diverses jurisprudences, on va difficilement devant le tribunal parce qu'on se dit que effectivement le tribunal va dire c'est la liberté d'expression qui prime. Donc il faut vraiment que ce soit considéré comme injurieux. Alors il y avait une jurisprudence où c'était, je crois que c'était une chirurgienne dentiste, elle s'était fait traiter de vraie perverse. Voilà, vraie perverse, là par contre, ça a été considéré comme devant être retiré parce que c'était injurieux et que c'était illicite. Vous voyez, il y avait cette connotation un peu personnelle de traiter quelqu'un de vrai pervers. Mais ce qui est terrible, c'est que le juge des référés laisse un peu Google, on va dire, un peu faire ce qu'ils veulent. C'est ça qui est excessivement gênant aujourd'hui. Par contre, moi, j'ai une autre opinion sur le sujet concernant la e-réputation. C'est-à-dire que plutôt que de s'attaquer à Google, finalement, parce que Google, c'est vrai qu'il publie, mais pourquoi on ne s'attaquerait pas directement aux internautes? Pourquoi on ne s'attaquerait pas à un internaute ou une internaute qui met un commentaire qui puisse être considéré comme diffamant ou comme injurieux? Et ça, actuellement, on ne le voit pas beaucoup, parce qu'en règle générale, on a tendance à s'attaquer à Google. Moi, je dirais justement essayer d'avoir, on va dire, je ne veux pas faire la promo pour brancher, une assurance sur la e-réputation qui vous permet de faire des procédures. Et là, moi, je m'attaquerai directement à l'internaute qui agit. À condition de connaître son identité, Véronique. Oui, mais l'identité, on peut l'avoir en faisant une procédure préalable contre Google qui va être obligé de communiquer l'adresse IP. Donc là, effectivement, il y a une possibilité. Et c'était ce que je voulais vous citer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. Bon, moi, je suis dans le sud, donc effectivement, je vous ai trouvé une jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix de 2018. Mais quand on est sur les banques de données juridiques, on a la jurisprudence de la France entière. Là, il se trouve que c'est une jurisprudence d'Aix, mais en fait, c'est, on va dire, à peu près la seule que j'ai trouvée et qui me paraît intéressante. Les faits concernaient pas un gynécologue, les faits concernaient un ostéopathe. Et il y avait un internaute qui avait marqué « À la suite de la manipulation, il m'a fait craquer dans tous les sens sans aucune précaution. Je vis un cauchemar, j'ai des acouphènes depuis 10 ans, j'ai des séquelles, c'est un menteur. » Voilà l'avis négatif qui était donné. Alors, le praticien, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne suffit pas de faire une capture d'écran, il faut vraiment faire un constat d'huissier.
le praticien, il avait fait un peu ce que je vous conseillais tout à l'heure. Il a mis Google en demeure. Évidemment, Google n'a pas réagi, la CNIL n'a pas réagi non plus. Mais il avait les coordonnées puisque l'auteur de cet avis était parfaitement identifié. Et là, il l'a assigné en référé pour justement le faire condamner à retirer l'avis en estimant qu'il avait été victime d'une diffamation publique. Alors, pourquoi une diffamation? Parce qu'il y avait l'injure, c'est un menteur, mais la diffamation, c'était « il me fait craquer sans précaution », donc c'était vraiment sur des agissements. Et l'internaute, alors chose extraordinaire, c'est que l'internaute s'était même pas présenté au tribunal par le biais d'un avocat. Donc, en fait, le praticien se retrouvait seul devant le tribunal, enfin en tout cas son avocat, donc on pouvait se dire que dans ce cas-là, il allait gagner. Pas du tout. Le tribunal lui a donné tort. Eh bien, le praticien s'est entêté et il a eu raison. Il ne s'est pas découragé. Il a fait appel. L'internaute, il a eu la même réaction que celle initiale, c'est-à-dire qu'il ne s'est absolument pas préoccupé de cette procédure. Il s'est dit, de toute façon, il n'a pas gagné, alors je ne m'étais même pas présenté. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout a basculé cette fois-ci en faveur du praticien. Et la Cour d'appel d'Aix a effectivement jugé que les faits qui étaient cités, c'était diffamatoire. Il n'était absolument pas prouvé que le praticien avait fait ces agissements-là. Par contre, le praticien, lui, avait communiqué son dossier et il justifiait par son dossier qu'en réalité, ce patient avait déjà des acouphènes avant sa prise en charge, ce qui démontrait bien que l'appréciation qui avait été faite était attentatoire à son honneur. Et la Cour a dit, mais finalement, il importe peu que cet ostéopathe bénéficie de beaucoup d'avis positifs parce que cet avis négatif est illégitime. Et la Cour d'appel a condamné l'internaute qui s'était complètement désintéressé de cette affaire à supprimer l'avis auprès de Google. Donc là, du coup, c'est l'internaute qui est obligé de faire supprimer l'avis auprès de Google. Et pour être sûr que l'internaute réagisse, la Cour d'appel a dit ce sera 150 € d'astreinte par jour de retard. Donc, à partir du moment où l'huissier lui aura signifié la décision, il avait son compteur qui tournait 150 € par jour de retard. Je pense qu'il a dû le faire supprimer son avis assez rapidement. Et puis, comme finalement, il avait obligé le praticien à faire une procédure, il a été condamné à 2 500 pour les frais de procédure que ça avait généré. Je pense que cet exemple est quand même intéressant et ça devrait permettre aux tribunaux de réfléchir un peu différemment parce que quand on attaque Google, on attaque une grosse structure, mais quand on attaque finalement par rapport à l'internaute lui-même, c'est quand même difficile de dire quand vous avez comme ça des agissements de quelqu'un qui va dire le docteur X est un boucher parce qu'il m'a accouché n'importe comment, etc. Mais c'est quand même intéressant à ce moment-là de faire un procès pour l'exemple. Et bien sûr, vous pouvez déposer une plainte pénale pour diffamation ou injure, toujours en restant dans les clous. Mais je pense que cette procédure de référé est intéressante. Et comme je vous dis, on est vraiment au début de cette réputation. Il n'y a que depuis quelques années. Donc, il faut que la jurisprudence se crée. Et si la jurisprudence, on a du mal à la créer en France parce qu'il y a la liberté d'expression, il faut quand même à un moment donné que les juges réagissent. Et je pense que plus il y aura de procédures et plus il y aura une jurisprudence qui sera favorable. Le problème dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de procédures parce qu'effectivement, même lorsqu'on est contrarié, on se dit « oh là, je n'ai pas commencé une procédure, ça va m'entraîner dans des frais, etc. » Donc c'est pour ça que souvent, on passe à autre chose. Mais je pense que finalement, dans certains cas, lorsque c'est vraiment diffamant, il ne faut pas passer à autre chose et il faut effectivement se défendre, même si c'est difficile. Je ne dis pas aujourd'hui que c'est facile, je vous dis que c'est difficile, mais moi je vous dis qu'il ne faut pas baisser les bras et il faut se défendre. Il faut arrêter de laisser faire parce que de toute façon, actuellement, on est dans l'ère de la communication. Il faut vivre avec des avis, on en aura des bons, on en aura des mauvais. Les avis mauvais, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir. Les bons, ça flatte son ego et puis ça rassure un peu. Mais il y a la limite de l'avis négatif. Et quand l'avis négatif devient injurieux ou diffamant,
ben, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. Voici les quelques recommandations que je peux vous donner. Merci beaucoup, Véronique. Ce sera donc le mot de la fin. Merci pour tous tes conseils, voilà, tout ce que tu as rappelé ce soir, que ce soit pour quand on lance son site internet, quand on va s'installer, ou même si on est déjà installé, qu'on veut lancer son site, quand on veut se créer un compte sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, il y a quand même quelques précautions. Je rajouterais que pour la e-réputation, quand vous avez la RCP branchée, pour les clients qui sont là ce soir, vous avez souscrit à une protection juridique qui vous accompagne en cas d'avis négatif dans la rédaction justement de la réponse. Déjà, si vous n'avez pas trop l'idée de ce qu'il faut écrire dans la forme, etc., on peut vous accompagner là-dessus. Donc là, il y a un service dédié, hein, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et évidemment, ce qui marche beaucoup, une fois qu'on connaît l'identité de la personne, soit parce qu'elle est identifiable sur Google, soit parce que vous avez eu justement l'identité suite à l'adresse IP, eh bien, ce qui marche très bien, c'est d'envoyer une lettre d'huissier. Et en général, ça fait peur. Et la PJ nous dit régulièrement que dans 90% des cas, il y a quand même les internautes qui ont peur de la procédure et qui, du coup, suppriment d'eux-mêmes le commentaire négatif. Évidemment, c'est dans le cas où vous connaissez l'identité de cette personne qui a rédigé l'avis. Et évidemment, s'il faut aller plus loin, c'est pareil. La PJ vous accompagne également dans les démarches un peu plus engagées si vous ne voulez pas justement vous laisser faire et voilà, et qu'on vous rende justice par rapport à ça. Donc ça, c'était le petit côté branchet. On a fait un guide avec Maître Estève que vous pourrez bientôt retrouver, qu'on a mis un jour parce qu'on l'avait fait il y a longtemps. Et là, on l'a remis à jour suite au décret du 22 décembre 2020. Donc, il sera bientôt en ligne. Vous pourrez donc le télécharger sans problème et le lire parce que c'est bien aussi d'avoir d'avoir aussi la mémoire visuelle des choses. Et je voulais remercier Lagoff, qui est notre nouveau partenaire. On est très content d'être partenaire des jeunes gynéco-ops et voilà, et d'avancer avec eux sur différents thèmes qui sont des thèmes très d'actualité pour les jeunes médecins, mais aussi pour les médecins installés depuis longtemps. Donc voilà, un grand merci à eux pour merci tous ces à vous, projets. on a appris plein de choses, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci à tous, excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, ciao. Au revoir.